Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui mardi 21, vous êtes en direct du ZCL mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. Aujourd'hui dans un premier temps, nous serons avec JP Frontron. Bonjour JP. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. D'accord, et ensuite un peu plus tard dans le ZCL, nous verrons également Francette Rosamond, notre chroniqueuse, et Emeline Ademar, notre chroniqueuse également. Mais tout de suite, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Contrat aidé, baisse des dotations, conditions environnementales, autant de sujets abordés hier lors de la journée des élus d'outre-mer à l'occasion du 100e congrès des maires qui s'est déroulé hier à Paris. Et nous irons ensuite à Pointe-à-Pitre où samedi la région académique Guadeloupe et l'association J'existe avec la participation du CRA de la Guadeloupe ont organisé une conférence qui s'est déroulée à Fouillol, une conférence qui a été animée par Christian Alain. Et nous finirons le journal avec l'arrivée de Willy Bissinte hier soir à la marina de Pointe-à-Pitre pour la prochaine route du Rhum qui partira de Saint-Malo le 4 novembre 2018. Willy s'est procuré un nouveau bateau plus rapide et compte bien gagner l'édition en catégorie Rhum. Bonjour JP. Bonjour. Alors dis-nous, aujourd'hui tu viens nous parler d'un événement normalement qui devrait avoir lieu le 2 décembre. Oui. Donc quel événement exactement? Alors ça s'appelle le Salon des créateurs de l'art chez un Nobel. Qui se fait tous les ans depuis 2006. Nous sommes à la 11e édition et c'est pour promouvoir tous les artistes dans tous les domaines. D'accord. Alors dis-moi, pourquoi Chaise en Nobel? Alors pourquoi Chaise en Nobel? C'est un concept que j'ai imaginé suite à parce que moi-même je suis plasticien et je devais réaliser 2 tableaux pour une galerie en métropole et les deux tableaux je devais les faire pratiquement en même temps pour avoir les mêmes conditions au niveau de l'éclairage, tout ça. Et voilà, et comme j'avais un seul chevalet, j'ai mis l'autre sur une chaise et de là m'est venue l'idée d'exposer sur des chaises. C'est pour ça que ça s'appelle Chaise en Nobel. D'accord. Alors tu m'as dit que c'est la 11e édition cette année? Oui, la 11e édition. Et donc c'est un événement qui a commencé comment en fait? Elle a commencé, disons le projet a été écrit en 2006 oui. Et la première manifestation a commencé en 2007. Et petit à petit... Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. C'est vrai que je me rappelle la première année, en 2007, quand j'ai été parler ça sur les radios, tout ça, même ici, parce que Canal 10 me suit depuis longtemps, et certains médias me disaient des chaises, mais ils n'avaient pas vu que derrière les chaises, il y avait autre chose que les chaises, il y avait des œuvres d'art posées sous les chaises. Et c'est vrai qu'un jour, c'était pendant la première édition, les exposants ils étaient en train de mettre en place leurs œuvres et il y a une vieille dame qui est passée qui a dit oh là là, j'ai des vieilles chaises chez moi, au lieu de les jeter je vais mettre la photo de mon fils dessus, tu vois. Et je me suis dit, quand j'ai entendu la dame dire ça, je me suis dit le concept il est bon. D'où Chaise en Nobel. D'où Chaise en Nobel. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler exactement du programme, en fait? Alors, le programme, il est très riche parce que déjà, toutes les années, on faisait cette manifestation toujours devant la mairie. Là, on va la pousser un petit peu pour prendre encore plus d'espace et aussi utiliser l'esplanade. Alors, il y aura beaucoup de choses. Il y aura d'abord les exposants qui vont investir toute l'allée des Tamariniers, mais on aura aussi, je vais prendre ma petite liste parce que il y en a tellement pas mal de choses, on aura des jeux vidéo, un tournoi de jeux vidéo, on aura des jeux traditionnels, on aura une démonstration de drift. Je ne sais pas si tout le monde connaît le drift. Non, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, alors le drift, c'est les voitures électriques et thermiques, alors qui vont s'affronter entre eux sur le ciment, quoi. D'accord. Le pont. Et c'est vrai que le grand tournoi de jeux vidéo me tient à cœur parce que je suis en partenariat avec Dynamite
Game, c'est une nouvelle magasin de jeux vidéo qui se trouve au Bas-du-Bourg, au 15 rue des Corsaires. Et c'est vrai que bon, lui, il a l'habitude de faire les tournois. Alors, on va jouer sur des consoles comme PS4 et Xbox One. Il y aura la FIFA 18, Tekken 7 et Trackmania Turbo. Tout ça, je demande à tout le monde à venir, à venir s'inscrire. Alors ils peuvent s'inscrire jusqu'au 2, le jour même de la manifestation, en sachant qu'il y a des prix à gagner. Dans toutes ces disciplines, il y a des prix et aussi des lots de nos partenaires, que je vais citer après. Voilà, ça c'est pour le tournoi. Et après, on aura aussi des animations. Alors, dans mon petit programme, j'ai mis escale sur le son, ce qui veut dire que à ce moment, il y aura des chanteurs qui vont passer à certains moments, tout ça. On aura Bagdad Karukera, le Steel Band, Esprit Libre, c'est avec Francesca Dampacia. On aura Kalokira Danse de Saint-Claude avec Liliane Élysée. On aura Espace Temps Danse. Ça, c'est pas mal. C'est des enfants handicapés à mobilité réduite qui vont venir faire une prestation de danse et de théâtre. Et on aura aussi des prestations de jeunes chanteurs. On aura la chorale de Salem. Ils seront au moins 38 sur la scène à chanter du gospel. On aura un défilé de mode avec Mama Africa. Et on va terminer avec un groupe cubain, Nandi. Mais autour de ça, il y a toute l'organisation, mais il y a autour, toutes les années, nous avons une marraine, un parrain et un... Et cette année Alors, cette année, la marraine, c'est Françoise Marianne, ancienne conseillère du spectacle vivant de la DAC. Et le parrain, je pense que tu dois le connaître, c'est un grand musicien, saxophoniste, Émile Anti, qui sera le parrain. Et le parrain de toujours, parce que la première manifestation, il y a eu le parrain vraiment d'honneur, c'est M. Alain Hannibal. D'accord. Qui reste toujours le parrain d'honneur de cette manifestation. En tout cas, une journée bien chargée, un programme intéressant. Mais dis-moi, pour revenir au tournoi de jeux, au niveau des gamers, est-ce que vous avez déjà... Il y a des participants qui Oui, il y a déjà des participants. On recherche encore. Là, on a une vingtaine de participants, mais je pense le jour même, ça va défiler, quoi. D'accord. Et l'infoline, donc, je vois 74 83 09 ou alors 38 21 27. 27. Ça, c'est les deux téléphones. Il y a un téléphone qui est le mien et l'autre, c'est quelqu'un de l'association. Et le dernier, parce qu'il y a le 0590 53 63 40, c'est celui de Dynamic Game. C'est notre partenaire, celui qui fait le tournoi. D'accord. Et l'entrée de ce festival, elle est gratuite? Elle est gratuite, c'est gratuit pour tout le monde. Le tournoi, pour l'inscription, c'est 5 €. Mais sinon, la manifestation en elle-même est gratuite. Il y aura un traiteur sur place.
restauration sur place. D'accord. Voilà. Donc ceux qui payent la cotisation de 5 euros, normalement, ont possibilité de se restaurer sur place. Voilà. D'accord. Et donc pour les autres personnes, pour le public qui veut venir, il y a possibilité. Oui, il y aura D'accord. possibilité Il y aussi aura- disons, la restauration, c'est pour tout le monde. D'accord. Voilà, c'est pour tout le monde. D'accord, entendu. Et au niveau des œuvres, des œuvres qui seront exposées? Alors, c'est toujours alléchant, hein, parce qu'il y a la peinture, il y a peinture sur toile, mais aussi bien on peut trouver des graines, des perles, des colliers. On peut trouver aussi de l'artisanat, on peut trouver des sculptures. Là, cette année, j'ai une inscription, c'est quelqu'un qui fait des barbecues. Alors, il va présenter un barbecue vraiment spécial. Alors, et c'est ça qui est bien dans ce salon. C'est pour ça que je l'ai appelé le salon des créateurs de l'art. C'est un salon innovant parce que à chaque année, que l'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sortent de l'ordinaire. D'accord, intéressant. Et voilà. ces œuvres-là, est-ce qu'il y a possibilité de l'acheter Ah oui, on peut les acheter. Alors il y a juste une condition, c'est que comme pendant toute la manifestation, dès que vous vous inscrivez à la manifestation, vous participez automatiquement au comment ça s'appelle au concours. Il y a un concours. Et il y a aussi un autre concours où l'artiste doit faire quelque chose directement pendant que le public sur place ouais, de 10h à 14h. Il doit faire quelque chose. Et c'est vrai, ça marche très bien. Il y a des prix, il y a des diplômes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se mettre en liénage. Pas on peut se mettre, on est en liénage avec je vais trouver le festival biennal à Martinique, et aussi avec Gangfa. C'est une association Gangfa qui font des expositions internationaux à Nantes. Alors je mets ces artistes en contact avec eux, et c'est pareil, eux ils m'envoient aussi des artistes comme moi, je les envoie des artistes. D'accord. Dis-moi, quelle tranche d'âge en général est attendue vous attendez quelle tranche d'âge en général? Est-ce que vous visez un public ou alors c'est tout public? C'est tout public, c'est tout public. C'est pour ça qu'il y a des jeux vidéo, il y a les jeux traditionnels, il y a les tout petits, et on a aussi un atelier de peinture que j'appelle ça l'atelier de créativité. Pour les tout petits? Oui, pour les tout petits ou les plus grands aussi, qui veulent faire du dessin et de la poterie. De la poterie aussi? Oui, de la poterie aussi. Et en parallèle, nous avons l'association a aussi une maison de l'art qui se trouve au 13 rue Pita, à Basse-Terre, où tous les mercredis, il y a des cours de peinture pour les enfants. Uniquement le mercredi? Oui. Et ça, c'est un atelier qui se fait de quelle heure à quelle heure? De 10h à midi et de 14h à 16h. D'accord. Et l'entrée est libre ou alors elle est payante? La première fois, elle est libre, et après, il y a une inscription. D'accord. Et mais dis-moi, vous attendez combien de personnes? Eh ben, on attend toute la Guadeloupe. Hein. Il n'y a pas un non, nombre... parce qu'on peut pas trop le chiffrer. On peut le chiffrer, mais les gens viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Les autres années, en général, ça s'est bien passé? Il y a eu du monde? Oui, il y a eu du monde, il y a toujours eu du monde, beaucoup de passages. L'ouverture, c'est 10h. Avec le parrain et la marraine, et après il y a les exposants, et il y a aussi toutes les animations autour. D'accord. Donc au niveau de la manifestation, pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose à nous dire? Est-ce que le programme est bouclé? Pour là, le programme est bouclé, mais il reste quand même, il est un peu... c'est comme une fermeture éclair. Hein. Je l'ai mis à moitié, mais on peut l'ouvrir un peu pour laisser la place. Il vous manque des choses? Vous recherchez encore des choses?
Non, pas vraiment, mais je lance plus aux jeunes chanteurs. Des artistes? Ouais, voilà, les jeunes chanteurs, s'ils veulent montrer ce qu'ils font, ils ont qu'à m'appeler. Et il n'y aura pas de problème. Donc, si vous avez un talent, effectivement, que vous êtes un jeune artiste, que vous n'êtes pas encore connu, c'est le moment. On rappelle les numéros 0690 74 83 09 et de 0690 38 21 57. Mais tu m'as aussi donné un dernier numéro, 53 63 40. Donc, n'hésitez pas à appeler. On le rappelle, c'est le 2 décembre. Pour les inscriptions, elles peuvent se faire jusqu'au jour, justement. Et c'est la 11e édition. C'est la 11e édition. Chaises en Nouvelle. Et je voudrais aussi remercier tous nos partenaires depuis la première édition qui nous suit. Déjà la ville de Basse-Terre, que je remercie grandement. Le conseil régional. Alors, il y a un bon paquet. Le conseil régional, le conseil départemental, la DAC, CAPES, Sansamar, LPS Imprimerie, Champagne Monopole, Nouvelle Frontière, Dynamique Game, Multiservice, Opin, New Wave, Crédit Agricole, CAFON. Alors après, il y a tous les médias, Guadeloupe Première, Canal 10 qui me suit dès la première édition. Je crois bien que c'est vous les seuls qui a pris au sérieux cette manifestation, et après il y a eu les autres médias qui se sont mis. Alors il y a France Antilles, ETV, MNS, Radio Interschool, Coco News, Kakifet, la Maison de l'Art. Je parle aussi de la Maison de l'Art parce que la Maison de l'Art regroupe aussi l'ensemble de cette manifestation avec l'association JPFA. Et News Antilles, et il y en a plein d'autres aussi que je remercie. Voilà. D'accord, et on vous remercie, Monsieur JP. Donc, on n'oublie pas la 11e édition du festival, je vous le répète, le festival Chaises en Nouvelle, qui aura lieu le 2 décembre 2017, de 10h à 23h. Avec un programme bien copieux, hein, on l'a vu. Merci à vous. Et tout de suite, on continue notre journal. Contrats aidés, baisse des dotations, conditions environnementales, autant de sujets abordés hier lors de la journée des élus d'outre-mer à l'occasion du 100e congrès des maires qui s'est déroulé hier à Paris. Jean-Claude Pioche, président de l'association des maires de Guadeloupe. Reportage Maurice Cessé. Aujourd'hui, on a 24% de chômage en Guadeloupe. Les contrats aidés, c'est déjà pour pallier à ces 24%. Et le gouvernement, je peux partager qu'un contrat aidé n'est pas un emploi stable. Mais créons des emplois et les gens ne vont pas venir vous demander un contrat aidé. Parce que c'est ce qui arrive, c'est que les maires sont assaillis de demandes pour trouver un emploi. Créons des emplois pour nos concitoyens, nos administrés, ils ne viendront pas vous demander de contrat aidé parce qu'ils pourront travailler dans le privé, ils pourront avoir un emploi stable. Bien, aujourd'hui, je dis aussi au gouvernement qu'il est nécessaire de stabiliser ces contrats aidés dans les territoires qui sont utilisés par les collectivités, par les associations, dans tous les domaines, mais aussi mettre en place un plan de formation parce que nous devons pallier ces 24% de chômage alors que dans l'Hexagone, nous sommes à 9%. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour échanger, pour présenter nos difficultés et on veut un gouvernement qui soit à l'écoute des élus de l'outre-mer. Et quand on regarde bien dans nos discours, on voit bien que nos difficultés se ressemblent et que nous devons travailler dans le même sens pour pouvoir trouver des solutions aujourd'hui pour nous administrer. Alors un dernier mot sur la politique environnementale. Je crois savoir que c'est un thème qui vous est cher. Comment doit-elle évoluer en Guadeloupe ? Alors la politique environnementale doit être une politique de développement, je dirais aussi économique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Guadeloupe, l'île aux belles eaux, nous devons travailler dans ce sens-là. Nous devons protéger ce que nous avons. Nous devons aussi travailler pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire à l'extérieur et aussi nous protéger. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, on est soumis à de plus en plus d'intempéries et de plus en plus de grosses intempéries. Donc dans nos constructions, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons prendre en compte cet environnement autour et qui est la nôtre, mais qui est celle que je pense qu'il faut défendre aujourd'hui.
Vendredi soir, au centre culturel de la retraite Bémao, l'association Balance-la, en partenariat avec la ville de Bémao, a organisé une conférence débat autour de la loi NOTRe. Elle a été animée par Chico Pierre-Yves, maître de conférence en droit public et avocat, et tournée autour de 2 thématiques, à savoir est-ce de la départementalisation pour la Guadeloupe, ou encore ce territoire va-t-il devenir une collectivité d'outre-mer à l'instar de la Martinique et de la Guyane. Voyons tout ça en images, reportage Michel Terrasse. Cette loi est une loi du 7 août 2015 qui change le territoire national, et ce changement du territoire national signifie que les collectivités territoriales ont davantage de compétences à exercer, notamment le conseil régional et les intercommunalités. Et les personnes ont été très intéressées de savoir quelle était la logique de cette loi. Est-ce que les intercommunalités allaient complètement détruire les communes ? Comment faire de la pédagogie auprès de la population pour leur expliquer qu'une compétence n'était plus assumée par une commune mais désormais par l'intercommunalité. Autre question qui consiste à savoir est-ce que cette montée en compétence des collectivités territoriales ne peut pas déboucher à terme sur une espèce de largage, c'est-à-dire une séparation entre la Guadeloupe et la France. On va retenir ce débat ce soir sur la loi NOTRe. Alors, ce qu'on a pu retenir, c'est essentiellement tout ce qui concerne cette nouvelle réorganisation territoriale. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur tout ce qui était communauté d'agglomération. Et là, nous sommes en plein dedans avec la communauté Cap Excellence qui réunit Bémao, Pointe-à-Pitre et les Abyles. Donc là, on comprend un peu mieux et puis ça permet aussi de faire taire ce principe de territorialité qui existerait, alors qu'en fait, la communauté d'agglo est là justement pour mutualiser et pour qu'on puisse avoir un même territoire sans clivage des communes. Alors ce débat a été organisé par l'association Balance-la. En fait, l'objectif c'est quoi? Ça s'inscrit dans une démarche pédagogique, c'est-à-dire inviter la population de la retraite d'abord et de Bémao et forcément de Guadeloupe à discuter autour d'une thématique qui nous intéresse fortement, c'est-à-dire la loi NOTRe. Et je pense au bout du débat, ça a été vraiment très enrichissant. Les gens ont été très contents et c'est tout bénéf pour nous. Samedi, à Pointe-à-Pitre, la région académique Guadeloupe et l'association J'existe, avec la participation du CRA de la Guadeloupe, ont organisé une conférence qui s'est déroulée à Fouillol sur l'autisme en Guadeloupe. Le pari de l'éducabilité, l'autisme à l'école et une différence invisible et marquante à la fois. L'autre avec autisme nous envoie sa différence au visage. L'accompagnement et la prise en charge de l'autisme à l'école est un défi qui souvent met les enseignants et aussi les AVS ainsi que les professionnels dans une situation d'impuissance pédagogique et pour les familles dans une situation non seulement d'impuissance mais aussi de douleur. Une conférence qui a été animée par Christian Alain, professeur des universités émérite en sciences de l'éducation. Reportage Yanné Valverde. Qui, elle, existe depuis un peu plus de 20 ans. C'est dédié aux loisirs et à l'activité des personnes avec autisme et de leurs familles. L'intérêt de cette association est d'offrir en dehors des établissements un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité à travers des rencontres de famille, des sorties, des loisirs, voire même des voyages. Donc c'est ce que j'ai pu un petit peu apprécier dans cette association depuis son existence et depuis que j'y suis moi-même entrée. L'année dernière, la présidente, Madame Nathalie Ambroise, m'a confié le soin de mettre en place une formation pour les parents, puisqu'on sait que les parents sont les premiers éducateurs des personnes avec autisme. Et j'ai choisi donc de réunir les familles, mais également sur l'initiative conjointe du formateur et de l'association, d'inclure le rectorat pour permettre aux enseignants qui eux aussi sont des interlocuteurs privilégiés des personnes avec autisme, de pouvoir comprendre l'autisme et accompagner les familles dans le suivi éducatif de leurs enfants. C'est une action assez novatrice puisque le rectorat d'habitude fait ses formations et les associations font leurs formations chacun de leur côté. Le projet a donc consisté à réunir ces deux intervenants et à aider à ce qu'à l'avenir ils puissent parler du même langage à l'égard des personnes avec autisme. Cette formation, c'est aussi le signe que l'autisme a largement évolué dans son approche éducative. Nous sommes passés d'une approche en établissement spécialisé à une approche inclusive en milieu
milieu scolaire. Et c'est justement cet élément d'inclusion que nous essayons de travailler pour que les enfants, les premiers bénéficiaires, puissent en retirer toute l'évolution qu'il leur est possible d'avoir. L'importance d'être présent à cette conférence, c'est montrer que non seulement nous sommes là pour soutenir J'existe, mais nous intéressons également à ce qu'ils font. C'est-à-dire que nous venons, nous participons à ce qui les intéresse aussi. Cette conférence montre quand même certains points importants, c'est-à-dire l'intégration des autistes à l'école, et ce qui les touche nous touche aussi. Alors nos outils sont des actions que nous menons, notamment le calendrier solidaire que nous sommes en train de réaliser, pour lequel nous recherchons actuellement des sponsors. Ce calendrier que nous vendons à hauteur de 10 €, nous ne touchons absolument rien dessus. C'est uniquement du bénévolat, et l'intégralité de la somme touchée est reversée à l'association J'existe pour leur permettre de mener à bien leurs actions. Et voilà, c'est vrai que l'on n'en parle pas souvent, mais l'autisme est quand même un sujet qui est important. Enfin bon, vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve tout de suite après la pub. Et voilà, retour sur le journal. Bonjour Francette. Bonjour Cléissa. On va faire un petit retour avec JP tout à l'heure, mais avant, voyons les titres qui ont fait l'actualité aujourd'hui. Contrat aidé, baisse des dotations, conditions environnementales, autant de sujets abordés hier lors de la journée des élus d'outre-mer à l'occasion du 100e congrès des maires qui s'est déroulé hier à Paris. Et nous irons à Pointe-à-Pitre où samedi, la région académique Guadeloupe et l'association J'existe, avec la participation du CRA de la Guadeloupe, ont organisé une conférence qui s'est déroulée à Fouillol. Une conférence qui a été animée par Christian Alain, professeur des universités émérite en sciences de l'éducation. Et nous finirons le journal avec l'arrivée de Willy Bissinthe hier soir à la marina de Pointe-à-Pitre pour la prochaine route du Rhum qui partira de Saint-Malo le 4 novembre 2018. Willy s'est procuré un nouveau bateau plus rapide et compte bien gagner cette édition en catégorie Rhum. Tout de suite avec JP, on va faire un petit retour. JP, tu avais quelque chose à nous dire? Oui, juste pour dire, chez Noubel recherche toujours des artistes dans tous les domaines, aussi bien de la peinture, la sculpture, l'artisanat. Les inscriptions ne sont pas encore fermées. Ils peuvent s'inscrire encore jusqu'au 1er. Jusqu'au 1er pour tous les exposants, mais sinon pour les inscriptions pour le tournoi, c'est jusqu'au 2. D'accord. 2 jusqu'à 9h avant que le tournoi ne commence. D'accord. Et je voulais juste dire quelque chose. Avançons ensemble dans l'innovation, la créativité. Telle est la devise de Chez Noubel. Ouvrez les frontières des cœurs, ouvrez les frontières de l'art. D'accord. Mais merci JP. Tout de suite, on continue avec Francette pour notre chronique Amazon Caraïbes. Bonjour à tous. Alors, est-ce que j'ai mon générique aujourd'hui? Arrive-t-il? Générique, s'il vous plaît. Avec Francette Rosamond d'Interentreprise. En tout cas, ravie de vous retrouver cette fois physiquement à ZCL. Alors là, la semaine dernière, j'avais parlé de la sortie de notre magazine, effectivement que nous vous montrons encore mieux vu qu'il est arrivé sur place et il est dans les kiosques. Et aujourd'hui, on va revenir sur 3 sujets. Le premier, concerne ce numéro et entre autres, le dossier que nous avons fait sur les énergies renouvelables, où nous avons expliqué que le business redémarre après ce fameux moratoire qui avait un peu tout stoppé en 2010. Donc, il y a les plans pluriannuels des énergies qui ont été signés, notamment celui de Guadeloupe, des appels à projets qui sortent, et puis, de plus en plus, des entreprises se remettent à avoir
des projets. Et on a vu le groupe Ayotte qui a mis sur Destrénan un certain nombre de panneaux, et puis surtout qui est en train de créer, qui a créé voilà déjà quelques années et qui est en plein développement, d'une filiale qui s'appelle Solebam et qui est en train de développer cette technologie par rapport à l'autoconsommation. Et je fais un petit pari, et je sais que je ne risque de ne pas perdre, qu'à terme, cette filiale énergie du groupe Ayotte va prendre de l'importance parce qu'ils sont en train de développer un savoir-faire et qu'ils vont pouvoir mettre à la disposition des autres qu'eux, c'est-à-dire de devenir eux aussi un opérateur énergétique important. Selon vous, quel savoir-faire ? Un savoir-faire de pouvoir justement... Quand on s'adresse, par exemple, quand on veut mettre des panneaux sur un toit pour arriver à produire de l'énergie et à l'entrer dans sa consommation de manière à faire diminuer ses factures énergétiques, ça nécessite des connaissances particulières, non seulement sur la technologie énergétique, pour savoir ce que c'est, mais aussi quels sont les bons ratios, comment arriver à marier du stockage, de la consommation réelle, et puis tout en étant connecté au réseau EDF. Donc vraiment, ça nécessite des technologies. Tout le monde ne sait pas faire ça, et le groupe est en train de développer ce savoir-faire. Et je me dis, ils ne vont pas le garder. À un moment, ils vont arriver à couvrir tout leur toit, et ils vont à un moment pour pouvoir continuer le développement de cette activité, aller le proposer sur le marché. Et on voit de plus en plus la CRE, enfin l'organisme qui gère les énergies, incite des opérateurs divers à venir faire des propositions au-delà de ce que faisait historiquement EDF. Par exemple, il y a un appel d'offres qui est sorti, qui a été clôturé fin octobre pour pouvoir installer des piles thermiques à côté des installations d'EDF. Si on était resté dans le temps ancien, ça aurait été EDF qui aurait monté ce projet-là et installé les piles. Or là, la CRE a dit non, c'est un appel d'offres ouvert. Des opérateurs privés peuvent se positionner sur ces demandes. Et donc, du coup, je me dis à terme, plein de gens pourront être des producteurs d'énergie et des vendeurs d'énergie à côté d'EDF. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment à l'ouverture d'un marché et qu'il faut regarder ça. De plus en plus, il y aura besoin de gens ayant des connaissances et des visions stratégiques par rapport au développement énergétique. Donc ça, c'est un secteur d'activité qui, je pense, est en vraie mutation. Alors, autre sujet, la semaine dernière, s'est tenue en Guadeloupe, la 13e conférence de coopération régionale. Je pense que vous aviez dû faire des sujets là-dessus. Et donc, j'y ai assisté et je reviens sur un point qui m'a beaucoup, pas amusé, mais je me dis vraiment, des fois, on est en train toujours d'écrire et de réécrire et de rejouer les mêmes pièces. J'ai appelé ça l'appel de Guyane. Et parce qu'en fait, à ma grande surprise, je dois le dire, à ma grande surprise, un des responsables de la transition énergétique et du désenclavement numérique de Guyane, il n'est pas vice-président, mais en tout cas il est chargé de cette commission, qui représentait le président Alexandre, a lancé un appel, mais vraiment avec une grande émotion, une charge émotive forte, en disant... où est passée l'URAG, l'Union régionale anti-Guyane? Et qu'est-ce que c'est que l'Union régionale anti-Guyane? C'est un organe qui avait été créé à l'époque, en 2010, par Victorin Lurel pour la Guadeloupe, Serge Letchimy pour la Martinique et Rodolphe Alexandre pour la Guyane. Donc une entité avec les présidents de région qui était chargée de parler ensemble d'un certain nombre de sujets qui bloquent les octrois de mer, la mise en place du marché unique antillais, les formations des agents, les transports, etc., etc. Et ils ont peut-être fait 3-4 réunions, ils ont avancé sur certains sujets et tout ça est en plan. Et lors de cette 13e conférence de coopération régionale, ils se sont tous rendus compte que les sujets sont encore là 8 ans après, c'est-à-dire qu'on parle toujours de la même chose, on fait des constats, mais comme on ne se rencontre pas, comme on ne se parle pas,
ça n'avance pas. Et donc j'ai trouvé ça mais extrêmement quelque part rafraîchissant. Qu'il y en a un qui se souvient qu'ils ont créé quelque chose de ils ont créé il y a une 8aine d'années un organisme où ils étaient censés bosser ensemble et qu'ils l'ont pas fait. Et que tout ça, ce n'est que de leur responsabilité. Donc j'ai trouvé ça extrêmement savoureux. Donc je voulais revenir dessus, c'est que franchement, il faut qu'ils se mettent au travail, nos élus. Il faut qu'ils commencent à regarder véritablement les sujets et les traitent, parce que sinon, l'année prochaine en Martinique, l'année d'après en Guyane et l'année d'après encore en Guadeloupe, on va refaire les mêmes constats. Et le bien-être de nos populations ne sera toujours pas là. Donc franchement, qu'ils se mettent au boulot. Et puis, dernier petit sujet, et ça c'est tout récent, c'est quelque chose qui s'est produit la semaine dernière. Enfin, c'est une nomination qui a eu lieu au sein de l'ODEADOM. Et l'ODEADOM, c'est quoi? C'est l'Office de développement de l'économie agricole outre-mer. Donc c'est quelque chose qui a été créé par l'État et qui est chargé de gérer les fonds européens pour l'ensemble des territoires d'outre-mer, dont en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu des nominations qui sont tombées en début de semaine et on constate, notamment pour la Martinique, qu'ils ont nommé comme représentant des filières élevage, de la filière élevage, un éleveur qui, la même semaine, est en train d'être, pointé par l'autorité de la concurrence pour avoir créé au niveau de l'interprofession quelque chose qui ressemblerait à un cartel. C'est l'autorité de la concurrence qui le dit. Et donc, qui est en passe d'être sans doute condamné, ou en tout cas on met à jour ces mauvaises pratiques en les demandant de manière très impérative de les changer. Et c'est cette personne donc qui a été, comme je dis, non vertueux par rapport à l'utilisation des fonds publics, qui se retrouve être nommé par l'État la même semaine dans cet organisme qui est la source, en quelque sorte, où se trouvent les fonds publics. Et je me dis, là, vraiment, l'État, on aurait dit qu'il est en quelque sorte pris la main dans le sac, parce que c'est pour nommer un autre organisme d'État est en train de dire non, non, monsieur, vous avez des attitudes et des manœuvres anticoncurrentielles caractérisées. Je me dis, mais attendez, ces gens ne se parlent pas. Comment ça se fait que des organismes d'État arrivent à se tromper comme ça, et puis surtout se trompent sur des gens qui font quelque part, qui empêchent un bon développement serein dans les territoires. Et là, je me dis, Emmanuel Macron, quand il est passé, il disait qu'il voulait changer de pratique par rapport à la manière dont sont traités les Outre-mer. Je pense que ne serait-ce que ça, ce serait déjà pas mal que regarder un peu mieux qui vous choisissez pour nous représenter dans certaines instances, quoi. Voilà. Donc c'était mon petit... pas coup de gueule, mais en fait, en quelque sorte, par rapport à cette Amazon Caraïbe de cette semaine, et en tout cas, à la prochaine fois. Merci à toi, Francette. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Inter-Entreprise, et donc c'est le magazine de Francette, c'est l'édition de la semaine, c'est bien ça? Non, du mois. C'est un mensuel. Mais dis-nous, Francette, où est-ce qu'on peut retrouver ce journal? Il est vendu en kiosque, dans les librairies, il est vendu à l'aéroport, dans les commerces, en fait, dans l'ensemble des endroits où on vend de la presse. Et c'est vrai que nous arrivons à toucher nos lecteurs et nous sommes très heureux et on les remercie vraiment, parce que nous faisons un travail de voir que les gens nous achètent. C'est une très grande reconnaissance pour tout ce que nous faisons, et c'est véritablement pour que nos pays ne stagnent pas et rentrent dans la connaissance et comment il faut faire de bonnes affaires. Voilà. Eh bien, merci à toi, Francette. Et nous, on va retourner sur l'actualité. Samedi a eu lieu à Port-Louis la 8e édition de Festi-Coco, un événement qui a pour habitude d'avoir lieu à Petit Canal, mais qui cette année s'est installé sur la ville de Port-Louis. Une manifestation qui existe depuis plus de 25 ans. Des images de Michel Terrasse. Édition de Festi-Coco, et puis mais bien que ça fait plus de 25 ans qu'on organise ça en général sur le territoire de Petit Canal, et cette année on a voulu un petit peu changer pour permettre un développement, une promotion du territoire nord-grantaire.
Depuis quelques années, c'est la communauté Nord-Grand-Terre qui était au départ les 3 communes du Nord-Grand-Terre et maintenant ça va jusqu'au Moule Mornalo. Donc plus de population, plus de moyens. Mais bon, voilà un petit peu le cadre un peu plus géographique. Les délices de Nana sont venus sur le site de l'association de l'HMJT à Port-Louis pour présenter ses produits. Notamment, on propose des barres de céréales à base de farine de manioc et du muesli à base de farine de manioc. On récupère les fruits qu'il y a ici, on les sèche, on les incorpore dans les différents produits. Donc ce sont des produits diététiques, sains pour les sportifs, faits avec nos produits de terroir. Donc c'est du temps nous quoi. Les pâtés de Sémour, donc c'est ma grand-mère Rose Sémour qui vendait sur le marché à Montréal, qui a créé la recette de la pâte feuilletée. Elle a transmise à mon père et mon père m'a légué la recette. Les exposants qui travaillent l'artisanat d'une façon générale, les agro-transformateurs, les traiteurs, enfin pour la partie culinaire, et aussi il y a aussi les marins-pêcheurs qui doivent en fait venir. Mais bon, comme je dis que j'organise la manifestation, mais je pose pas en fait les exposants à venir ou ne pas venir. Si déjà l'ensemble des exposants sont sans exclusif, je remercie la ville de Port-Louis pour l'autorisation et le conseil général, aussi le conseil départemental, bien que malheureusement on a quelques soucis techniques. Et nous vous l'annoncions hier soir à la marina de Pointe-à-Pitre, Willy Bessinte a fait son arrivée pour la prochaine route du Rhum qui partira de Saint-Malo le 4 novembre 2018. Willy s'est procuré pour l'occasion un nouveau bateau plus rapide et compte bien gagner cette édition en catégorie Rhum. Vous pouvez l'aider, mais pour atteindre cet objectif, il faut changer la quille, mettre des nouvelles voiles, des panneaux solaires et un hydrogénérateur, payer l'inscription à la course, des panneaux solaires et encore plein d'autres choses. Enfin bon, pour l'aider, si cela vous intéresse, il y a une cagnotte Litchi, vous tapez soutien-Willy-Bessinte route du Rhum. Tout ça espacé de -du-6. Voyons un reportage avec Olivier Félix. On a lancé le financement participatif. Il y a eu pendant la traversée pas mal apparemment de petits dons. Et ça c'est super. Merci parce que je pense que des gens qui sont là, vous avez donné. Donc merci beaucoup pour votre contribution et si d'autres peuvent continuer. Et l'objectif, comme on l'a dit, on va mettre les noms de chacun sur le bateau. Et après, on peut faire peut-être un petit bilan. Le truc c'est que j'avais envie vraiment d'arriver hier, dimanche, mais là je fais quand même 18 jours, c'est-à-dire 3 jours de moins que ma dernière route du Rhum. Donc ça c'est... Et je sais que dans les temps de la catégorie Rhum, c'est pas mal. Donc c'est un résultat correct. C'est ma 5e traversée en solitaire, sans m'arrêter, tout ça. Donc je suis content de ça. Content de ces 18 jours. Et ça, mon rêve, ce serait ça. Hein, pour la route du Rhum, mettre 18. Alors là, c'est un tout petit peu plus court parce que fallait faire la route du Rhum. Il y a le tour de la Basse-Terre à faire et il y a même le départ. Mais voilà, en termes d'objectifs, c'est un petit peu ça. Mais je veux redescendre parce que je suis parti tout le monde très stressé, énervé parce que les sous ne rentraient pas, il fallait que je sorte des sous de ma poche, j'en pouvais plus. Maintenant, il faut que ça va redescendre. Après, on va repartir en début d'année. Bistock me l'a dit 10 000 fois ça aussi. Donc, faut un peu de patience là-dessus. Mais en tout cas, voilà, dans l'immédiat, c'est ça. Et il y aura la deuxième. Moi, je considère que le principal entraînement, c'est une traversée. Une navigation à la journée, ça n'a rien, mais strictement rien à voir. Tu veux t'entraîner, traverser. Voilà. Dans le cadre de l'année bleue, samedi eut lieu une marche bleue rythmée au son du Ca à Port-Louis, un moment convivial ayant pour but de réunir les personnes âgées, mais aussi bien les associations sportives et toutes les forces vives des territoires pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et du rôle social qu'ils jouent dans notre société. Reportage Michel Terrasse. Donc nous avions annoncé une année bleue le 1er octobre. Nous avons lancé l'année bleue par la cérémonie d'ouverture. Et durant toute l'année, la fin d'année 2017 et l'année 2018, jusqu'au mois de fin septembre 2018, nous aurons une série de manifestations dans le cadre de l'année bleue.
Et donc là, c'est la marche bleue, c'est la première marche bleue que nous organisons. Nous avons invité les clubs de personnes âgées qui ont répondu présentes. Et donc pour nous, quelque part, il y a l'idée de la cohésion, de la solidarité, mais aussi de la prévention du vieillissement par le sport. Nous allons marcher à notre rythme, nous aurons plusieurs arrêts, c'est bien encadré avec la Croix-Rouge, le SDIS, au cas où il y a un souci, mais ensemble, nous allons marcher avec un t-shirt, fiers de notre âge. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on est devenu un senior qu'on ne peut pas continuer une activité sportive, et même le conseil départemental préconise une activité sportive pour se porter bien et puis pour vivre plus longtemps. Maintenant, c'est la marche bleue. Nous sommes toujours autour des personnes âgées, des moins jeunes. Et ensuite, c'est l'intergénération. Vous voyez un peu le parterre de futurs marcheurs, Donc, c'est une belle intergénération, des moins jeunes, des plus jeunes. Disons, nos aînés qui sont là. Eh bien, à tout âge, nous sommes en train de faire un peu de sport. Tout ceci est bon pour le cœur et pour la santé. Et le conseil départemental, par ses services et l'élu en charge, a bien voulu être là. Et nous voilà, en marche, voilà. Et on va faire un tour de Port-Louis, de la plage du Souffleur à Beauport. Je pense avec une belle organisation, tant l'échauffement tout à l'heure, les Nations avec Marron pour accompagner cette marche-là. Et on continue avec notre chroniqueuse Emeline Adémar. Bonjour Emeline. Bonjour Lisa. Alors dis-nous, on te retrouve aujourd'hui justement autour d'un sujet fréquent qui amène parfois les employeurs et les salariés à s'interroger sur la rémunération du salarié. Donc dis-nous, peux-tu nous indiquer quelle est la rémunération minimale d'un salarié aujourd'hui ? Alors Kéissa, il faut savoir que la rémunération normalement de salarié est librement définie entre l'employeur, enfin librement convenue entre l'employeur et le salarié, sauf qu'il y a des dispositions minimales à respecter, à savoir que cette rémunération ne peut pas être inférieure au SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui au 1er juillet 2017 était de 9,76 €, ou encore ce salaire ne peut pas être inférieur au minimum conventionnel, c'est-à-dire au minimum prévu par la convention collective lorsque l'entreprise dépend d'une convention collective. Une exception tout de même, cette exception concerne les apprentis de moins de 26 ans qui perçoivent un pourcentage de ce SMIC en fonction effectivement de leur année d'études ou autre. Et comment est déterminé le salaire donc ? Alors, le salaire est fixé en fonction des qualifications du salarié et aussi de l'emploi qui sera occupé. Il faut savoir qu'il est le plus souvent calculé en fonction du temps passé par le salarié sur cet emploi et en fonction donc de la durée du travail. Mais il peut être aussi calculé en fonction du rendement que va effectuer le salarié sur le poste, ou encore en fonction de normes qui sont connues ou qui sont définies par la profession dans laquelle exerce ce salarié, ou encore au forfait. Et si jamais cette rémunération est convenue au forfait, il convient par contre qu'il y ait une convention écrite entre le salarié et l'employeur. D'accord, alors dis-moi, est-ce possible pour le salarié de percevoir une rémunération fixe ou encore une rémunération variable ? Alors, il faut savoir que le salaire du salarié peut varier, mais attention quand même, il y a une condition, c'est qu'elle ne peut pas passer en deçà du minimum légal que j'ai précité, ou encore être inférieure au minimum conventionnel prévu. Il faut juste savoir qu'il n'y a aucune restriction qui est posée par la loi quant au choix de la rémunération variable. Cette rémunération variable peut être... peut correspondre en fait à des primes versées aux salariés, éventuellement à des commissions également, ou encore à des primes sur objectif, c'est-à-dire que ça aura été déterminé entre, encore une fois, l'employeur et le salarié lors de la conclusion du contrat. Et il faut savoir par contre que lorsqu'il y a une clause de rémunération variable, cette clause doit reprendre des éléments objectifs, précis et vérifiables. D'accord. Est-ce que c'est possible pour un salarié de demander une avance sur son salaire ? Alors il convient de faire attention aux termes qu'on va utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une différence entre avance sur salaire et acompte de salaire. L'acompte, c'est un droit auquel
peut prétendre le salarié. Pourquoi? En fait, il est calculé en fonction du temps de travail effectué par le salarié sur le mois. C'est-à-dire que si jamais un salarié, on est au 15 du mois par exemple, qu'il demande la moitié de son salaire, c'est un droit parce qu'en fait, il a déjà effectué 15 jours de travail. Par pratique et par commodité, en général, le salaire est versé à la fin du mois, éventuellement. Donc l'acompte, c'est un droit. Par contre, l'avance présume qu'en fait le salarié n'a pas encore effectué le travail pour lequel il demande cette avance. Ça veut dire par exemple qu'on est au mois de novembre, si un salarié demande une avance sur le mois de décembre, il n'a pas encore travaillé pendant le mois de décembre, donc du coup cette avance-là n'est pas obligatoirement versée par l'employeur. Dans le cas où un acompte ou une avance est octroyée par l'employeur, ce dernier effectuera une retenue sur le salaire au moment de verser le solde du salarié en fin de mois par rapport à l'acompte, c'est-à-dire qu'il va déduire le montant de cet acompte en retenant au préalable les charges salariales. Et dans le cas d'une avance, il peut prévoir avec le salarié qu'il y aura des remboursements progressifs sur les périodes à venir en fait. Voilà. D'accord. Qu'entend-on par avantage en nature? Alors souvent, il y a certains salariés qui réussissent à négocier avec leur employeur éventuellement la mise à disposition d'un véhicule de fonction ou même que ce soit d'un logement peut-être par rapport à la distance entre le lieu du travail et le domicile du salarié. Ou encore ça peut être la mise à disposition d'un ordinateur à des fins professionnelles. Il faut savoir que l'ensemble de ces éléments constituent un avantage en nature et ces avantages en nature sont soumis à des cotisations sociales qui sont payées donc, par l'employeur pour le compte du salarié. Par contre, éventuellement, l'avantage en nature, lui, n'est pas calculé sur le montant de la valorisation pure et dure de cet avantage. En général, en fonction du type d'avantage, il y a des méthodes de calcul et des formules qui sont particulières et qui s'appliquent en fonction de chaque cas. D'accord. Existe-t-il des solutions de motivation particulières des salariés? Oui, tout à fait. Ça, on peut parler par exemple de l'intéressement ou de la participation qui sont là encore des solutions pour pouvoir intéresser le salarié. Et là, il s'agit en fait d'associer le salarié aux résultats de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que il y a des méthodes de calcul, encore une fois, mais toutes les structures peuvent mettre en place ces solutions d'intéressement, quel que soit leur effectif, mais ça reste facultatif et ça dépend uniquement de la volonté de l'employeur, sauf en fonction de l'effectif salarial. Au-delà d'un certain effectif, l'intéressement devient une obligation. Et il faut savoir qu'à condition d'avoir 3 mois d'ancienneté, tous les salariés doivent bénéficier de cet accord d'intéressement s'il est mis en place au sein de la structure. Et les primes qui sont générées de cet intéressement ou de cette participation sont soumises à impôt sur le revenu, sauf si elles sont versées sur un PEE ou un PERCO, plan épargne entreprise ou alors un plan d'épargne retraite. Et dans ce cas-là, elles peuvent être exonérées dans la limite d'un certain plafond. D'accord, pour faire un retour sur ces 3 petits mots, alors, dites-nous Evelyne, voilà. Alors le PEE est destiné à favoriser l'épargne salariale. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on constate parfois que lorsqu'on a un salaire, on vit juste avec ce salaire parce qu'on a les besoins qui sont souvent ajustés à ce dernier. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des primes exceptionnelles, au niveau de l'entreprise, on peut décider de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise qui permet justement d'épargner cette prime. C'est-à-dire que le salarié ne la perçoit pas tout de suite. Alors il faut savoir que soit c'est le salarié qui abonde ce PEE grâce au versement de ces primes, ou alors il faut savoir que l'entreprise peut également abonder une certaine somme et augmenter également l'épargne du salarié. En sachant quand même que ces sommes, en général sur le PEE, sont bloquées pendant 5 ans et qu'un déblocage est possible, un déblocage anticipé est possible lorsqu'il s'agit de la participation. Pour ce qui est du plan épargne retraite, du PERCO, comme son nom le dit, en fait, c'est une épargne qui est faite dans l'objectif de pouvoir préparer la retraite. Et par contre, cette épargne ne peut être mise en place que lorsqu'il existe déjà un plan d'épargne entreprise. Et comme pour le plan d'épargne entreprise, le salarié peut aussi abonder, peut verser des montants. Sauf situation particulière, donc les sommes du PERCO aussi sont bloquées jusqu'au départ de la retraite.
Alors dis-nous, à l'approche des fêtes de Noël, puisque bien sûr, le mois prochain, on le sait, qu'on se le dit, c'est Noël. Un employeur peut-il offrir des cadeaux à ses employés? Alors tout à fait, un employeur peut toujours offrir des cadeaux à ses salariés, sauf qu'en fait, il faut savoir que c'est plus ou moins encadré, ça peut être plus ou moins désavantageux pour l'employeur qui verse ce cadeau. Pourquoi? Parce que comme tout cadeau versé, normalement, en termes de droit, ça devrait être assimilé à une prime, en fait, et ça devrait être soumis à cotisation sociale. Hormis, exception faite du fait que si le montant des bons d'achat ou des cadeaux qui ont été effectués aux salariés au cours de l'année n'excède pas 5% du plafond de la sécurité sociale, en sachant qu'en 2017, le plafond de la sécurité sociale, c'est 163 €. Enfin, ces 5% correspondent à 163 €, le plafond n'est pas de 163 €. Ce montant-là ne sera pas assujetti aux cotisations sociales. Bon, 163 €, me direz-vous, c'est vrai que c'est pas forcément beaucoup, mais l'employeur a la possibilité éventuellement d'offrir des cadeaux dans des cas particuliers, tels que la naissance, l'adoption, le mariage ou le Pacs de son salarié, le départ à la retraite du salarié, la fête des mères, des pères, Noël pour les salariés, enfin la rentrée scolaire également. Donc en fait, il existe plusieurs petits cas et en fait, il convient d'analyser au cas par cas si les sommes sont soumises à cotisation sociale ou pas, si elles sortent de ces cadres-là et si effectivement on dépasse les 163 € dont je vous parlais dans le cadre des cadeaux offerts aux salariés. D'accord, et merci Emeline. C'était fort intéressant. Donc n'oubliez pas, votre employeur a le droit de vous offrir des cadeaux, puisque le mois prochain, on le sait tous. Tout à fait, exactement. Ou alors les employeurs peuvent décider d'offrir des cadeaux à leurs salariés s'ils le souhaitent, en sachant qu'ils peuvent bénéficier de cotisations sociales dans une certaine limite. Et encore une fois, je dirais qu'il faut se rapprocher de son expert comptable pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce sujet. D'accord, alors très cher employeur qui nous regardez, faites le pas, faites la démarche, puisque c'est important. Alors dis-nous Emeline, la prochaine chronique. Alors on va faire un focus sur les associations, sur les rémunérations, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de verser aux bénévoles ou pas dans le cadre d'une association, quels sont les avantages ou non dont on doit les bénévoles, le conseil d'administration, c'est vraiment un focus sur les associations parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'en ai pas énormément parlé dans mes chroniques et que c'est aussi une chronique destinée à ce type de public. Voilà, Kissa. Oui, d'accord. Il est 13h33. Vous êtes toujours en direct de C10 FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve après la pub. Contrats aidés, baisse des dotations, conditions environnementales, autant de sujets abordés hier lors de la journée des élus d'outre-mer à l'occasion du 100e congrès des maires qui s'est déroulé hier à Paris. Et nous étions partis à Pointe-à-Pitre par la suite où samedi la région académique de Guadeloupe et l'association J'existe avec la participation du CRA de la Guadeloupe a organisé une conférence qui s'était déroulée hier et qui a été animée par Christian Alain, professeur des universités émérite en sciences et de l'éducation. Et nous avons fini le journal d'aujourd'hui avec l'arrivée de Willy Bissinte. C'était hier soir à la marina de Pointe-à-Pitre pour la prochaine route du Rhum qui partira de Saint-Malo le 4 novembre 2018. Willy s'est procuré, nous l'avons vu hier soir, un nouveau bateau plus rapide et compte bien gagner cette édition en catégorie Rhum. Et puis nous avons reçu Monsieur JP qui nous parlait justement du 11e festival de Chaises en Nouvelle qui devrait avoir lieu, nous le rappelons, le 2 décembre 2017. Les inscriptions pour ceux qui sont intéressés pour les différentes manifestations qu'il y aura sont ouvertes jusqu'au 2. Et pour les artistes, nous le disions tout à l'heure, qui voudraient bien passer un morceau ou venir faire une prestation le jour en question, vous avez jusqu'au 1, infoline au 53 63 40, c'est un portable, ou encore au 74 83 09 ou le 38 21 27. Et nous avons vu également notre
chroniqueuse française pour le magazine Inter-Entreprise du mois. Alors nous le rappelons, il est disponible dans les kiosques mais aussi bien en librairie. Et nous avons fini notre journal avec Emeline que nous retrouverons la semaine prochaine, mardi, pour une nouvelle chronique. Et ZCL, c'est tout pour aujourd'hui. Nous le rappelons, vous êtes aussi en direct de C10 FM 103 et de RHT 89.8. À demain pour d'autres actualités.